Au début des années 2000, la France va vivre un véritable âge d'or, celui des comédies musicales. Les albums se vendent par millions, les tournées affichent complets et les artistes deviennent des stars du jour au lendemain. Les producteurs l'ont bien compris, la comédie musicale n'est pas un pari risqué, c'est une vraie machine à succès. Alors les projets se multiplient, toujours plus ambitieux, toujours plus spectaculaires, on adapte des romans cultes, on revisite des contes, on rend hommage à des icônes de la chanson française et on met en scène des figures historiques légendaires. Alors aujourd'hui, j'avais envie que l'on replonge ensemble dans l'histoire des comédies musicales des années 2000 en France et que l'on redécouvre ensemble certaines qu'on avait peut-être oubliées. Et pour celles et ceux qui arrivent ici, moi c'est Amélie, je suis née en 1990 tout pile, j'ai donc grandi durant les années 90-2000. Et sur cette chaîne, on débloque ensemble nos meilleurs souvenirs de ces décennies, pop culture, clichés, objets cultes, le tout dans la bonne humeur et la bienveillance. Alors si vous avez envie que l'on débloque ensemble de chouettes souvenirs chaque semaine, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, ça prend quelques secondes et ça permet de faire grandir la chaîne et de soutenir tout le travail fourni. Avant de s'attarder sur les comédies musicales un petit peu oubliées ou occultées de nos mémoires, j'avais envie qu'on revienne un petit peu sur le phénomène de la comédie musicale. En 1998, Luc Plamondon et Richard Cochiante présentent au Palais des Congrès de Paris une comédie musicale qui va ouvrir la voie à beaucoup d'autres, Notre-Dame de Paris. Inspiré du roman de Victor Hugo, le spectacle, il va très rapidement rencontrer un immense succès. Avant même que le spectacle il ne triomphe sur scène, on a le titre Belle qui sort en single. Et là, c'est un raz-de-marée. Plusieurs millions d'exemplaires vendus, un tube omniprésent en radio porté par trois artistes, trois grandes voix, Garou, Patrick Fiori et Daniel Lavoie. Et c'est la première fois où en France on a une comédie musicale qui va vraiment devenir un véritable phénomène musical autonome. Et le succès il est tel que le spectacle il va même dépasser les frontières et s'exporter à l'international. Bref, la machine elle vient d'être lancée et les producteurs ils vont comprendre assez rapidement qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Nous voici donc au début des années 2000 et les projets vont s'enchaîner. Et parmi les plus gros succès, on va notamment avoir en 2000 l'arrivée des 10 commandements qui est produit par Elie Chouraki, Dov Atia et Albert Cohen. Et le spectacle il est monumental, décors impressionnants, mise en scène spectaculaire, costumes bibliques et chorégraphie soignée par le grand Kamel Wally. Côté musique, on y retrouve Pascal Obispo que l'on ne présente plus à ce moment-là et qui va clairement créer quelque chose d'incroyable avec cette comédie musicale. La chanson L'envie d'aimer devient d'ailleurs un classique et un monument de la chanson française incroyablement interprétée par Daniel Lévy. Puis en 2001, ça va être une autre adaptation qu'on va voir arriver, celle de Shakespeare avec Roméo et Juliette, de la haine à l'amour par Gérard Presburwick. Les amants maudits, ils sont interprétés par Damien Sargue et Cécilia Cara, de tout jeunes chanteurs qui deviennent très rapidement les visages de cette nouvelle génération. La comédie musicale, elle prend vraiment une esthétique beaucoup plus moderne. Les titres comme Aimer, Les Rois du Monde cartonnent et le spectacle va s'exporter massivement en Europe et surtout en Asie. Bref, c'est le succès. Et puis en 2005, on a aussi Le Roi Soleil qui est produit là aussi par Dov Atia et Albert Cohen et des chansons comme Être à la hauteur ou Je fais de toi mon essentiel vont devenir
omniprésent. Les ventes d'albums, elles explosent, les artistes deviennent des stars à part entière. On pense notamment à Christophe Maé ou encore Emmanuel Moir qui tenait le rôle principal, celui du roi Louis XIV. Bref, des comédies musicales qui nous ont marqués, qu'on a adorées, que l'on chante encore aujourd'hui et qui ont traversé les générations. Et toutes ces comédies musicales, on les connaît pour la majorité très bien. Elles ont eu des succès immenses et elles sont toutes revenues récemment sur le devant de la scène. On a notamment Le Roi Soleil qui a fait son grand retour avec toujours à sa tête Emmanuel Moir accompagné de la jeune génération et qui est actuellement en tournée dans toute la France. Mais on a également Roméo et Juliette qui seront de retour à Paris en 2027 avec Damien Sargue et Cécilia Cara. Bref, on ne les a pas oubliés et ils sont l'essence même de la comédie musicale. Et vous commencez à me connaître, j'aime que sur cette chaîne, on aille chercher loin, très loin dans nos souvenirs. Alors on va s'attarder un peu plus sur 4 comédies musicales des années 2000 que vous avez peut-être oubliées ou dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et on va commencer en 2003. On est encore porté par le souffle des comédies musicales du début des années 2000. On est en plein dedans, du coup, il y a un projet assez ambitieux qui va essayer de surfer sur cette vague. Les producteurs savent que le public est encore là et donc ils veulent frapper fort. Et quoi de plus grand que d'adapter l'un des romans les plus célèbres du XXe siècle, déjà immortalisé par le cinéma hollywoodien, Autant en emporte le vent. Et là, on est sur un autre délire qu'une petite amourette d'adolescent. Puisque adapter Autant en emporte le vent, c'est vraiment s'attaquer à une fresque monumentale, la guerre de sécession, la chute du sud des États-Unis et surtout l'histoire tumultueuse entre Scarlett O'Hara et Red Butler. Et pour s'assurer de son succès, la production, elle va être confiée à Dovatia, qui est déjà largement connu et reconnu dans ce milieu. Et la musique, elle est signée Gérard Presgurvic, le compositeur de Roméo et Juliette. Bref, tout est là pour que ce soit un vrai succès, on prend les mêmes et on recommence. Côté casting, on va miser sur de nouveaux visages. Tout d'abord, on a Laura Presgurvic, fille du compositeur qui va incarner Scarlett O'Hara. Un choix qui va susciter des réactions et des débats dans les médias, bien que je trouve que personnellement, elle a sa place. En tout cas, moi je me souviens que j'avais adoré le titre « Nous ne sommes pas » que je connais encore par cœur. Nous sommes pire que ça, nous ne sommes pas comme ça. Et dans le rôle de Bette Butler, il y en a un que vous connaissez bien, Vincent Niclot. Mais l'annonce de la comédie musicale, elle va pas vraiment passer inaperçue. Une polémique va tout simplement éclaté, notamment autour des éléments jugés racistes du roman et de son adaptation cinématographique. Et après de nombreux échanges, remaniements de certains passages, la première du spectacle va finalement avoir lieu au Palais des Sports de Paris en septembre 2003. Sur scène, la production elle est assez impressionnante. Les costumes reconstituent parfaitement l'Amérique du 19e siècle, les décors évoquent les plantations du Sud, les ravages de la guerre, la mise en scène elle cherche vraiment à retranscrire toute l'ampleur dramatique du roman. Et en même temps, c'est peut-être là que toute la difficulté, elle était. L'histoire d'Autant en emporte le vent, elle est quand même dense, longue, complexe, elle traite de sujets à la fois difficiles, sensibles, pas évidents à adapter. Surtout sur un spectacle musical. Certains critiques ont même estimé que l'adaptation, elle a eu du mal à retranscrire vraiment toute la profondeur des personnages, et d'autres pointent vraiment un manque de chansons qui sont véritablement marquantes comme on a pu le connaître précédemment. Mais le spectacle, il va attirer quand même le public, même si ça va pas créer une ferveur populaire comme on a pu l'observer quelques années plus tôt. Ça va pas générer cette hystérie générationnelle où on connaît chaque parole, chaque chorégraphie et où les artistes vont vraiment devenir des idoles, contrairement à Emmanuel Moir ou Christophe Maé après Le Roi Soleil. Vincent Niclot, par contre, construira vraiment par la suite une carrière solide, notamment dans le registre lyrique et les collaborations internationales, mais sans que cette comédie musicale ne constitue vraiment un tournant médiatique majeur pour lui. En fait, le souci, c'est que Autant en emporte le vent arrive un petit peu à une période assez charnière.
La barre, elle était extrêmement haute. Les budgets, ils deviennent de plus en plus importants, les ambitions de plus en plus grandes et les risques financiers augmentent. Et au final, avec le recul, autant en emporte le vent, il illustre cette période où la comédie musicale française cherche à se réinventer tout en restant dans un modèle très spectaculaire. Et puis surtout, cela montre à quel point c'est difficile d'adapter des œuvres mythiques et surtout complexes. Et aujourd'hui, il fait encore partie de ces productions ambitieuses des années 2000 que l'on a presque oubliées, mais au final, elles racontent parfaitement l'évolution et les limites de l'âge d'or des comédies musicales. On reste en 2003, mais on va changer un petit peu de registre. Pas de Shakespeare, pas de Louis XIV, pas de guerre de sécession, pas de grands moments historiques. On part sur quelque chose de beaucoup plus léger et un hommage à une des légendes de la chanson française, Claude François. L'idée, elle est simple. Construire une comédie musicale entière à partir du répertoire de Clo-Clo. On va parler de Belle, Belle, Belle. Et là, on est vraiment dans un modèle qui est très inspiré de ce qui fonctionne à Broadway, des comédies musicales bâties autour de chansons déjà connues du public. Ici, pas besoin de créer de tubes puisqu'ils existent déjà. Alexandrie, Alexandra, Le téléphone pleure, Magnolia Forever, Cette année-là, toute une bande son générationnelle que personne n'a oubliée et qui traverse les générations. La première, elle a eu lieu en octobre 2003 à l'Olympia à Paris. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le spectacle, il ne retrace pas directement la vie du chanteur. Il imagine plutôt une intrigue romantique et familiale dans les années 60-70, permettant d'enchaîner les morceaux emblématiques tout en créant un fil conducteur théâtral. Côté casting, ici on a de jeunes artistes, interprètes, danseurs et chanteurs capables d'assumer l'énergie très physique associée à l'univers de Claude François. On retrouve notamment Aurélie Konaté, fraîchement sortie de la Star Academy, ou encore Joy Esther, encore inconnue du grand public à ce moment-là. Et sur scène, le spectacle joue à fond la carte de la nostalgie. Paillettes, costumes colorés, chorégraphie, ambiance 70s. On cherche pas vraiment la modernité à tout prix, mais plutôt la célébration d'un patrimoine musical populaire. Le spectacle va plutôt bien fonctionner et partir en tournée dans toute la France. L'album qui est commercialisé, il reprend les grands standards revisités par la troupe, comme notamment J'attendrai. Et contrairement aux autres comédies musicales, ici le projet il repose vraiment sur la force du catalogue musical qui est lié à Claude François. Et surtout, ça va annoncer d'une certaine manière une tendance qui va prendre de l'ampleur un peu plus tard, celle des spectacles hommages et des adaptations de répertoires connus qu'on va voir fleurir quelques années plus tard, avec comme notamment Résiste en 2015 autour des tubes écrits par Michel Berger. Mais en 2003, le public il est un petit peu encore sur cette vibe de l'inédit. Du coup, l'effet de surprise il est moins fort. Les chansons elles sont déjà connues, appréciées. Le spectacle il fonctionne, mais il va pas déclencher la même ferveur générationnelle des productions dont on a parlé plus tôt. Finalement, Belle 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 à cette époque-là, ça apparaît vraiment comme une sorte de tentative intéressante de diversification du genre. Et ça a surtout permis de montrer que la comédie musicale française des années 2000, elle ne se limitait pas uniquement aux grandes épopées dramatiques, mais qu'elle pouvait aussi explorer le terrain de la nostalgie musicale. On va faire un petit retour en arrière, on va revenir en 2002. Un projet plus discret, mais peut-être un peu trop ambitieux voit le jour, Cindy. Créé par Luc Plamondon, figure incontournable des comédies musicales françaises, le spectacle, il revisite un conte universel, celui de Cendrillon. Et ici, l'histoire, elle est transposée dans un univers contemporain, plus proche des codes des années 2000 que du conte de fées classique. Et dès le départ, l'ambition, elle est assez claire. Proposer une version actuelle du mythe avec des sonorités pop, R&B et variétés très ancrées dans le début des années 2000. Et pour cela, ils vont choisir pour tenir le rôle principal l'âme. Avec elle, Cindy, c'est pas une simple héroïne qui est fragile et effacée comme dans le conte. Elle devient vraiment une jeune femme moderne, issue d'un milieu modeste, qui rêve d'émancipation et d'amour dans une grande ville contemporaine. Au casting, on va y retrouver aussi Assia, figure des années 2000, avec notamment son titre Elle est à toi, ou encore Karine Adadou, fraîchement sortie de la première saison de la Star Academy. Mais au-delà du côté moderne, l'histoire, elle conserve tout de même les éléments essentiels du conte. La marâtre, les demi-sœurs, le prince
elle les transpose simplement dans un décor beaucoup plus urbain, avec une dimension plus actuelle, presque sociale. On cherche vraiment à parler à la jeunesse du début des années 2000, avec des thèmes comme l'ascension, le rêve et la reconnaissance. Les chansons, elles portent la marque du style musical de l'époque. Arrangement très pop, touche R&B, production calibrée pour la radio, et malgré une certaine visibilité médiatique, notamment grâce à la présence de l'âme, l'album il va pas rencontrer vraiment le succès des grandes productions précédentes. Les titres, ça devient pas des tubes incontournables et le spectacle ne parvient pas à créer l'engouement. Et sur scène, c'est un peu le même constat. En fait, Cindy, elle va vraiment souffrir de la concurrence déjà très forte et surtout de cet effet de surproduction. Les producteurs, ils ont bien vu le potentiel des comédies musicales. Du coup, ils se sont dit, il faut en faire beaucoup et il faut le faire vite. Et Cindy va un petit peu faire les frais de tout ça. La première de Cindy a lieu en septembre 2002, mais sera rapidement stoppée en décembre 2002. Finalement, cette comédie musicale, elle apparaît vraiment comme une tentative de modernisation de contes dans le paysage des comédies musicales françaises, qui étaient beaucoup plus axées sur l'histoire. Mais elle est peut-être arrivée dans un contexte qui est pas vraiment avantageux, avec un projet peut-être un petit peu trop ambitieux et un petit peu trop rapidement. Et malgré ses ambitions et son casting, cette comédie musicale, elle reste l'une des productions les plus oubliées de cette période. Enfin, peut-être pas tant que ça, puisque Cindy va faire son grand retour. Oui. Le spectacle revient le temps d'une soirée, le 16 mars prochain à la Nouvelle Ève, et le rôle titre sera cette fois-ci porté par la talentueuse Amalia, une chanteuse exceptionnelle que l'on avait pu découvrir dans The Voice en 2012. Bref, la nostalgie des années 2000 a encore frappé. Allez, on arrive à la fin des années 2000 et nous voici cette fois-ci en 2009. On est un peu à la fin de l'âge d'or des comédies musicales du début des années 2000, tout ça, ça semble être un petit peu derrière nous. Eh bien non, Kamel Wally va en décider autrement et va nous proposer l'incroyable spectacle de Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte. Cléopâtre, c'est pas pensé simplement comme une succession de chansons, c'est vraiment un show mêlant danse, décors monumentaux et effets visuels impressionnants. Bref, Kamel Wally quoi. La première, elle a lieu le 29 janvier 2009 au Palais des Sports de Paris et dans le rôle titre, on va y retrouver Sophia Essaidi, révélée par la Starac 3. Elle incarne donc Cléopâtre et elle va vraiment apporter au personnage une dimension à la fois vocale et physique. Car rappelons-le, Sophia, au-delà d'être une chanteuse de talent, est une danseuse exceptionnelle. Et autour d'elle, on va retrouver Christopher Stills dans le rôle de Jules César ou encore Dominique Magloire, une autre grande voix et surtout une habituée des comédies musicales. Le spectacle, lui, il retrace les grandes lignes de la vie de Cléopâtre, son ascension au pouvoir, ses alliances stratégiques avec Jules César, son intelligence politique, mais aussi sa chute tragique face à l'Empire romain. L'histoire, elle mêle amour, pouvoir, trahison, destin, des ingrédients parfaitement adaptés au format comédie musicale. Et musicalement, on est quand même dans une pop qui est très ancrée années 2000, avec des influences orientales assumées pour rappeler le cadre égyptien, et on se souvient bien entendu du titre Femme d'aujourd'hui, qui est le morceau phare du spectacle que l'on adore. Le spectacle, il va attirer également un large public et ils vont donc partir en tournée à travers la France. Et alors sur scène, Cléopâtre, c'est impressionnant. Décors massifs, costumes inspirés de l'imaginaire égyptien, jeux de lumière et chorégraphie spectaculaire. Bref, Kamel Wally a misé sur l'esthétique et le mouvement avec des tableaux très visuels qui rappelle parfois l'univers du clip musical. On sent clairement l'influence des grandes productions internationales avec une volonté de moderniser le genre et de le rendre beaucoup plus dynamique. Bref, cette comédie musicale a un petit peu permis de revivre un petit peu ce qu'on avait vécu durant le début des années 2000. Même si elle a clairement pas atteint le même niveau que Notre-Dame de Paris ou Roméo et Juliette.
On est d'accord. Bref, vous l'aurez compris, certaines de ces comédies musicales ont vraiment connu un succès honorable et d'autres ont un petit peu plus divisé. Mais elles ont toutes participé à cette période très particulière de la culture pop française et surtout elles ont marqué nos années 2000. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura rappelé quelques souvenirs. Et je vous laisse me dire dans les commentaires quelles sont les comédies musicales qui vous ont marqué durant ces années 2000 et si vous vous souvenez de celles qui ont été citées précédemment. Et si vous avez envie de vous replonger avec moi dans nos meilleurs souvenirs des années 90-2000, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau tiroir à souvenirs de nos années 90-2000. Ciao!